J'espère que vous avez encore un peu d'énergie. Début d'après-midi. Très bien. Donc je vais vous parler de l'acidification des océans. Alors c'est un peu périphérique par rapport au climat, pour le penser. L'acidité de l'océan, le pH de l'océan, c'est a priori, c'est pas une variable climatique. Mais en fait, on verra, comme on va le voir, l'acidification des océans a la même origine que le changement climatique, c'est l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc je vais vous parler de ça, et je vais vous parler... Ça c'est en fait le... Bon, la plupart des diapos sont en anglais, presque toutes même. Donc je vais vous parler sur la gauche là, de ce qui génère l'acidification des océans. Qu'est-ce que c'est que l'acidification des océans? L'impact que ça peut avoir sur les organismes et les écosystèmes marins, les impacts socio-économiques, et quels sont les mécanismes d'action pour essayer de limiter ce phénomène. Donc la cause, comme je vous l'ai déjà dit, c'est essentiellement les émissions de gaz carbonique qui vont dans l'atmosphère, mais pas uniquement. Il y a aussi l'eutrophication des systèmes côtiers. Par exemple, le rejet de matières organiques par les rivières, les eaux usées, aussi génère une acidification des milieux côtiers. Un autre mécanisme qui est très peu important, c'est les dépôts de particules, notamment les particules soufrées. André Berger a parlé ce matin des pluies acides. Ça contribue aussi, mais de façon extrêmement modérée, à l'acidification de la zone côtière. Et un autre phénomène qui amène des eaux d'une acidité relativement élevée dans la zone côtière, c'est les upwelling, c'est-à-dire des remontées d'eau profonde. L'eau profonde est naturellement riche en CO2, et lorsqu'il y a des courants marins qui ramènent cette eau vers la surface, on a une acidification. Mais la très très grande majorité, c'est ce gaz carbonique qui est ici. Quand on regarde le budget global du carbone, tel qu'il a été mis en place par le Global Carbon Project, donc actuellement, on est presque à 10 milliards de tonnes de carbone rejetées en 2013, 9,4 en moyenne sur cette période 2003-2012, essentiellement la combustion des énergies fossiles. Et quand on regarde comment ça se répartit, donc il y a à peu près la moitié qui reste dans l'atmosphère, 25-30% qui est absorbé par la végétation terrestre, et près de 30% qui est absorbé par les océans. Alors c'est une chance, ces océans qui sont là, parce que si on n'avait pas des océans, on aurait plus de CO2 dans l'atmosphère et donc plus de changements climatiques plus importants que ceux que l'on attend. Mais cette entrée massive, ça représente environ 26 millions de tonnes de CO2 par jour qui entrent dans l'océan. Comme on va le voir, ça a des conséquences, parce que le CO2 est un gaz acide. Alors ce CO2, il pénètre aussi en profondeur. Ici, on voit sur ces cartes, c'est une coupe transversale de l'océan Atlantique, du Pacifique et de l'océan Indien. À droite, ici, on est au nord et à gauche, au sud. Et donc, vous voyez, dans les trois océans, on a beaucoup de rouge en surface. Ça veut dire qu'on a beaucoup de carbone anthropique, 60 micromoles par kilo ici. Et donc, là, on en a de moins en moins, évidemment, au fur et à mesure où on descend en profondeur, et il n'y en a pas du tout dans l'océan profond. Mais vous voyez que, notamment dans l'Atlantique Nord, ce carbone anthropique pénètre très profondément, plus de 3000 mètres. On détecte encore du carbone anthropique qui était rentré ici par la surface. C'est lié à la circulation thermohaline dont parlait aussi tout à l'heure André Berger. Alors, les recherches sur l'acidification des océans ont été vraiment absolument spectaculaires depuis 2004. Là, on a le nombre d'articles scientifiques publiés par an au fur et à mesure des années. Vous voyez que depuis, en fait, 2004-2005, une explosion du nombre d'articles, une explosion du nombre d'auteurs. L'an dernier, près de 2000 auteurs ont publié sur cette question. C'est vraiment devenu en océanographie une question majeure, cette question de l'acidification et surtout de ses conséquences. Alors, un petit rappel sur la chimie. Le pH, c'est une échelle qui va de 0 à 14. À 14, on a un antiacide. C'est ce qu'on utilise le déboucheur pour Évier, par exemple. Et lorsqu'on est à
À 0, on a une acidité très forte, l'acide pour les batteries, etc. L'eau douce est à 7, et l'eau de mer est en moyenne à un pH de 8. La raison pour laquelle je vous montre cette échelle, c'est que l'échelle pH, c'est une échelle qui est logarithmique, comme l'échelle de Richter pour les tremblements de terre. C'est-à-dire que quand on diminue le pH d'une unité, par exemple de 8 à 7, on va augmenter la concentration en ion hydrogène d'un facteur 10. Donc je vais vous annoncer des chiffres d'augmentation d'acidité ou de diminution du pH qui vont vous sembler faibles, hein, 0,1 unité pH, bon, on va dire ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais ça représente 30% d'ion hydrogène en plus. Ce chiffre paraît faible parce que l'échelle du pH est une échelle logarithmique. Alors qu'est-ce que c'est que l'acidification des océans? Eh bien, tout simplement, quand ce CO2 de l'atmosphère rentre dans l'eau, il se combine avec des ions carbonates et de l'eau pour former des ions bicarbonates. Et comme la concentration en H+, qui est la mesure de l'acidité de l'eau de mer, est proportionnelle au rapport des bicarbonates sur les carbonates, ces ions H+, augmentent, puisque ces bicarbonates ici augmentent au numérateur, et le dénominateur, lui, diminue. Et donc, la concentration en H+, augmente, l'acidité augmente, et ce qui fait diminuer le pH. Et donc vous voyez que l'acidification des océans, en fait, ça recouvre tout un tas de phénomènes, hein. Non seulement l'acidité augmente, mais aussi la concentration en carbonate diminue, la bicarbonate augmente, et c'est un véritable bouleversement de la chimie de l'eau de mer qui se passe depuis les années, enfin, depuis la révolution industrielle. Donc tout ça parce que le CO2 est un gaz acide. Et donc mon collègue Jim Orr aime bien dire que chacun de nous ajoutons tous les jours 4 kg de CO2 dans les océans, donc augmentant son acidité. C'est un chiffre moyen aussi, là c'est l'habitant de la planète moyen, c'est beaucoup plus pour certains pays que pour d'autres. Alors voilà quels ont été les changements de pH depuis, en moyenne en surface dans l'océan. Depuis donc 1800, le pH a diminué de 0,1 unité en moyenne. Bon, sur ce graphique, c'est 0,15. Et on prévoit, selon les scénarios, le scénario le plus en vue, que ce pH diminuera encore de 0,3 unités environ. Donc 0,1, 0,3 d'ici 2100. Et quand on transfère ça en termes d'acidité, c'est-à-dire en concentration en protons, vous voyez que l'acidité a, elle, augmenté, ce 0,1 unité de diminution acide représente un tiers d'augmentation des ions H+, et un triplement entre 1800 et 2100. Donc véritablement un bouleversement. Voilà. Mais alors, quand j'ai su qu'André était là, j'ai pas pu résister à cette coupure de journal du soir, un journal respectable belge, qui disait qu'on transformait l'océan en Coca-Cola. C'est pas tout à fait vrai, parce que le Coca-Cola, c'est un pH de 4 à peu près. On en est très très loin, et j'espère que l'on n'arrivera jamais avec une eau de mer pH de 4. Donc c'est un petit clin d'œil à André.